Chapitre 6 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Enfin. Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsqu'au petit jour notre héros se réveilla, et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage avec un chameau à bosse simple et quelque monnaie de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le Tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions, et comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là pensivement assis sur la porte du marabout, sa tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes et le chameau qui le regardait, soudain le maquis d'en face s'écarte et Tartarin stupéfait voit paraître à 10 pas devant lui un lion gigantesque s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout tout chargés d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du saint dans leur niche. Seul le Tarasconnais ne trembla pas. Enfin, cria-t-il en bondissant, la crosse à l'épaule. Pan, pan, pft, pft. C'était fait. Le lion avait 2 balles explosibles dans la tête. Pendant 1 minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable de cervelle en éclats, de sang fumant et de toisons rousses éparpillées. Puis tout retomba, et Tartarin aperçut 2 grands nègres furieux qui couraient sur lui, la matraque en l'air, les 2 nègres de Milianah. Oh misère! C'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du couvent de Mahomet que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Cette fois par Mahom, Tartarin l'échappa belle. Ivres de fureur fanatique, les 2 nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièces, si le Dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde champêtre de la commune d'Orléansville arrivant, son sabre sous le bras, par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme à la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger sur le chameau ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre, et se dirigea sur Orléansville, où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus, qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes, processive et avocassière. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches mouchetées de champoreau. Il connut les huissiers, les agréés, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré affamées et maigres qui mangent le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueter feuille par feuille comme un plant de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre. Et, à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts, ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des 2 territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de courses, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que si d'une part le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil, et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Comment faire pour payer tout cela? Les quelques piastres échappés à la razzia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papiers légaux et en absinthe judiciaire. Le malheureux tueur de lions fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les kriss-malais, les casse-têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires. Un pharmacien, ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles-mêmes y passèrent, et suivirent la tente-abri perfectionnée chez un marchand de bric-à-brac qui les éleva à la hauteur de curiosités cochinchinoises. Une fois tout payé,
il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon, à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence, ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement la bête était d'un placement difficile, et personne n'en offrit un liard. Tartarin cependant voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître, en attendant de l'argent de France. Aussi notre héros n'hésita pas, et navré, mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied, sans argent, par petites journées. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable, et, le voyant sortir d'Orléans, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien, et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant, cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve lui allait au cœur, d'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le Tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures, puis l'aigreur s'en mêla, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser, mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre, le chameau le retrouva. Il essaya de courir, le chameau courut plus vite. Il lui criait « Va-t'en !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste, puis, au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsque, après 8 grands jours de marche, le Tarasconnais poudreux, harassé, vit de loin étinceler dans la verdure les premières terrasses blanches d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des zouaves, des biskris, des mahonnaises, tous grouillant autour de lui et le regardant défiler avec son chameau, pour le coup la patience lui échappa. Non, non, dit-il, ce n'est pas possible, je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil. Et profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête, sur la chaussée de la route, le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit clos. Fin de la section 32, chapitre 6 du 3e épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.